Voilà, pour la facilité, je vais parler dans l'autre langue que les slides. Donc nous sommes un collectif d'experts citoyens et bénévoles qui nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux parce que nous nous posons des questions sur le plan énergétique qui nous est proposé par le gouvernement. Donc nous avons passé un certain nombre de soirées en dehors de notre temps de travail et de notre vie familiale pour arriver à comprendre et analyser et critiquer constructivement ce que nous avons reçu comme information du gouvernement, d'Elia, de la CREC et de la FEBEC. Alors, le down ne fonctionne pas maintenant du coup. Voilà, donc pour la partie sécurité d'approvisionnement, l'agenda est relativement simple, hein. Comme vous avez entendu, on va parler quelques minutes. Donc nous avons analysé la capacité existante en Belgique qui sera disponible en 2025 et nous estimons qu'elle sera insuffisante d'au moins 4 gigawatts. Nous avons analysé la capacité des pays limitrophes pour l'importation, puisque ça fait partie du plan, où on voit une baisse de la capacité de ces pays et donc nous estimons qu'elle est fortement surestimée. Nous avons regardé la technicité de la prolongation des centrales, qui est techniquement possible, et nous avons aussi regardé le risque de la continuité sociale, donc est-ce que le personnel des centrales va continuer à travailler jusqu'au bout en cas de décision de sortie, et nous estimons que le risque est élevé. La conclusion sera de l'approvisionnement, et vous allez voir avec les arguments, mais je tiens à vous avertir, il n'y a pas de plan A. Donc, pour nous, aujourd'hui, sur la table, nous n'avons pas vu de plan qui permet de dire comment on s'approvisionne en électricité en 2025. Le premier slide est sur l'analyse de la capacité de production en Belgique en 2025. Nous avons... Oui. Pardon? Attends, il y a un bruit de fond. Oui, il y a un bruit de fond, je ne sais pas de qui. Donc, nous avons analysé la capacité de production. Donc, tous les chiffres qui sont là viennent d'Elia, que ça soit au Parlement ou dans son Adequacy and Flexibility, les de-rating factors qu'on applique également, les capacités actuelles, ça, elles sont connues, il n'y a pas de problème, et nous avons fait dessus une revue d'expertise. Et donc, clairement, on voit que si le total des capacités en puissance est le même quelque part en 2025 par rapport à aujourd'hui, comme il y a un grand basculement de capacités permanentes vers des capacités intermittentes, elles baissent fortement. Comme Elia estime le besoin de 13,8 gigawatts en 2025, ce qui en fait correspond aux besoins actuels, on peut constater qu'il y a au minimum un manque de 4 gigawatts. Notamment, dans ce qui est prévu, il faut prendre en compte en plus que les centrales au gaz sont très anciennes dans notre pays. Je vais revenir dessus. Par ailleurs, nous estimons que l'estimation faite des besoins énergétiques est beaucoup trop bas. Alors certes, il y a tenu compte dans une fourchette basse des transports, du chauffage, mais les besoins en termes d'industrie et de data center, par exemple, dont on parle beaucoup, ne sont totalement pas pris en compte dans cette vision du futur. Alors un point vraiment important, c'est vraiment l'âge des centrales. Donc nous avons été demandés à nos réseaux respectifs, veuillez bien nous vérifier toutes les centrales qui sont dans le rapport d'Elia, et veuillez nous informer dans quel état elles sont aujourd'hui et en 2025. Et ce que vous voyez ici, c'est l'âge moyen de ces centrales. Et il faut savoir qu'une centrale au gaz qui a plus de 20 ans ne tourne pas comme une centrale au gaz neuve. Ce qui veut dire qu'on la fait tourner dans un état où on se dit, ben voilà, on verra si elle tourne encore, mais on la fait tourner jusqu'à l'échec. Ça veut dire qu'on a une grande partie de notre infrastructure au gaz sur laquelle on compte dans le plan de la ministre, qui a plus de 25 ans d'âge en 2025 et même une partie plus de 30 ans d'âge. Donc on peut estimer qu'une grande partie ne sera même plus là, ne sera plus en état de tourner, et de plus sa disponibilité, puisqu'on en tient compte dans le tableau, est en fait beaucoup plus basse que celle qu'il y a présente. Le deuxième point, c'est sur la capacité d'import de nos pays voisins. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons de nouveau analysé les chiffres fournis par Elia. Nous ne les avons pas inventés. Si on regarde dans ces chiffres, il y a à chaque fois par type d'énergie une vision de quelle est la capacité existante. Si vous screenez tous les pays limitrophes,
leur capacité en non renouvelables intermittents diminue. Et par ailleurs, les renouvelables intermittents ont des facteurs de derating parce que typiquement un jour de pic de consommation, c'est le soir en hiver. Eh bien, le soleil est très bas, chiffre d'Elia, c'est pas nous, et le solaire et le vent, pardon, l'éolien a une certaine capacité, mais on doit tenir compte aussi d'un facteur de derating important. Si on rajoute là-dessus que l'Allemagne, le gouvernement allemand vient en plus de décider d'accélérer la sortie du charbon, on voit clairement que les pays voisins sont encore moins capables demain de nous exporter de l'électricité qu'hier. Et on peut regarder un peu la réalité opérationnelle du jour. Hein. Pourquoi on regarde la réalité opérationnelle du jour? Parce que l'étude d'Elia est probabilistique, c'est-à-dire qu'il ne se base pas sur quelle est la réalité A, B ou C, il regarde simplement si je fais des probabilités de scénarios, etc., qu'est-ce qui pourrait arriver. Ici, nous regardons, que se passe-t-il en 2025? Et que se passe-t-il en 2025 comparé à ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le 8 février 2021, vers 6 heures du soir, un jour d'hiver, on a eu une pointe d'utilisation, de consommation, et on peut regarder, les chiffres sont disponibles chez Elia, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'import vers la Belgique. Alors on peut discuter si, en augmentant les prix, l'offre, on aurait pu s'en sortir. On peut simplement voir dans la réalité que l'Angleterre est toujours en train d'importer à ce moment-là, et la France, qui a quasiment tout son chauffage à l'électricité, est en grand besoin d'électricité à ce moment-là. Et les seuls pays à ce moment-là qui compensent sont la Hollande et l'Allemagne avec le gaz et le charbon, dont on a déjà parlé, qui voulaient sortir. Donc nous estimons sans aucun doute que la capacité d'importation de 2 gigawatts est plus que questionnable et même n'arrivera pas. Le troisième point, c'est sur la prolongation des centrales nucléaires. Si on regarde froidement le plan initial d'Engie, nous sommes 1 an en retard. Clairement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, si on regarde techniquement les éléments à prendre en compte, eh bien, nous avons 2 éléments importants qui sont disponibles. Le premier, c'est qu'on doit absolument commander le combustible de manière standard à peu près 30 mois à l'avance, ce qui est encore faisable aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est le rapport du régulateur de la FANC, qui clairement dit, et ceci est un extrait du document du 28 novembre sur le site de la FANC, que, ils explicitent comment faire pour adapter la loi pour pouvoir le faire à temps, et deuxièmement, très intéressant, que les besoins et les opportunités à mettre en place dans le cadre d'une prolongation ne sont pas complexes. Si j'avais dans mon secteur à moi un régulateur qui me disait ça, ça voudrait dire que tout va bien. Le dernier point avant de conclure, c'est l'aspect de la continuité du personnel et donc du fait que est-ce que la sécurité d'approvisionnement va être là avant 2025. En fait, nous sommes des citoyens, comme je vous l'ai dit, nous l'avons fait en dehors de nos heures. On s'est concentré pour rester le plus objectif possible sur 2025, mais on voit déjà des gros problèmes avant déjà 2025 et de toute façon après 2025 aussi. Mais de toute façon, si on prend la décision de sortir du nucléaire, le personnel est un aspect qui doit être considéré. On sait que ce personnel est très impliqué et donc si on prolonge, dit qu'il resterait à plus de 90%, qu'il resterait dans l'entreprise, mais par contre veut partir à 50% si on confirme la sortie. Or, c'est un problème pour la sécurité des centrales nucléaires. Qu'est-ce qui se passerait si on n'atteint plus les quotas nécessaires? Eh bien, on doit mettre à l'arrêt les centrales de manière anticipée. Engie l'a compris, puisque vous avez vu dans les nouvelles que vous avez vous-même parlé avec Engie qu'ils mettent un gros paquet sur la table, mais nos contacts dans l'entreprise nous indiquent clairement que les gens se sentent trahis. Pourquoi? Parce que comme ils avaient la spécialité et l'expertise, ils savent qu'en fait, il y a une sous-capacité en Belgique, et donc ça n'a pas de sens de dire on peut sortir comme ça. Donc la réalité du terrain et ce que leur direction leur dit est en désaccord. Il va y avoir une nouvelle enquête, mais nous pensons que le résultat est assez clair. Alors je ne sais pas si ce sera encore 50%, mais clairement un pourcentage moins élevé peut déjà mettre à mal les centrales actuelles en termes de fonctionnement. Dans le monde,
Seule la France est parvenue à tourner une centrale jusqu'au dernier jour. C'est assez simple. Eux, ils pouvaient reclasser les gens. Les autres pays qui ont fermé toutes leurs centrales, le personnel est parti, en partie en tout cas, et de manière à devoir fermer anticipativement les centrales avant la fin. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes à trouver des talents sur le marché, tout secteur confondu. Classiquement, vous vous faites appeler par des chasseurs de tête à partir du moment où ils sont au courant que votre entreprise ou votre secteur ne veut plus de vous à long terme. Le risque de fermeture anticipée est donc élevé. Et alors, dernier point, on a parlé beaucoup de nucléaire du futur. L'exemple allemand montre clairement qu'une fois que une filière est brisée, ça pose problème, et parler de nouvelles technologies nucléaires et de SMR, on peut l'oublier si on arrête. La conclusion, c'est simple, il n'y a pas de plan A qui nous permette de fonctionner en 2025. Les blackouts, ce sera au plus tard en 2025-2026 avec des délestages dans les années qui précèdent, très certainement. Je vais juste revenir, au moins 4 gigawatts qui manquent, l'import prévu n'est pas possible, les capacités de production dans les pays limitrophes qui diminuent, la prolongation des centrales nucléaires qui est possible techniquement et le risque social. Alors on trouvait un peu froid, et c'est pour ça qu'on l'a rajouté ici, on trouvait un peu froid de ne quand même pas parler de l'impact sur l'environnement et du réchauffement climatique. Donc ne fût-ce que parler de 2 centrales, c'est 4 millions de tonnes de CO2. Il y a d'ailleurs dans le rapport d'Elia et de la ministre du 3 décembre un calcul où on a sous-estimé le nombre d'heures de la centrale au gaz. Nous vous avons mis en annexe un calcul complet, comment on arrive aux plus de 4 millions de tonnes pour 2 centrales. Et en fait, pour tout le plan A, on est déjà à 16 millions de tonnes, voilà, dont une partie peut être émise à l'étranger.